Alors, faut-il que les Américains, parce que c'est eux dont on parle, attaquent l'Iran? C'est une question d'actualité parce qu'effectivement, on n'a jamais été aussi proche ces dernières semaines. Là, on est en train de faire une émission au début juillet, donc on n'a jamais été aussi proche d'un conflit qui forcément serait limité, mais qui pourrait être assez catastrophique. L'enjeu, c'est de savoir si on peut faire confiance au régime iranien actuel et si on peut prendre le risque, si ce risque est confirmé, ce qui n'est pas certain, que l'Iran se dote de l'arme nucléaire. D'abord, on peut dire que l'arme nucléaire, l'Iran aurait pu l'avoir déjà dans les années 70. Et que c'est par la faute des Américains que l'Iran ne l'a pas eu, mais que l'Iran a récolté en échange un régime théocratique ignoble. Parce que c'est bien parce que les Américains, avec notamment Carter, ont lâché le Shah d'Iran, qu'il y a eu ce régime mis en place. Alors, ce régime s'est retourné contre les Américains assez rapidement, on se souvient de l'affaire donc de l'ambassade des États-Unis en Iran, mais c'est bien les Américains qui sont responsables. Qu'est-ce qu'il prouve? D'abord, simplement, il suffit de savoir que le Shah d'Iran, lorsqu'il a fui, alors qu'il avait un cancer, son pays, a failli être livré par les Américains. Et c'est révélé par un certain nombre de sources, y compris la propre biographie d'ailleurs, autobiographie qu'il avait donnée. C'est-à-dire que concrètement, le Shah d'Iran aurait été livré au bourreau du régime iranien par les Américains. C'est finalement l'Égypte, je pense que c'est Sadat, qui l'accepte. Et il va finir ses jours, et va mourir de son cancer, assez rapidement après. Donc les Américains avaient clairement fait le choix de Khomeini. Ils avaient pensé, comme d'habitude, que Khomeini allait être un bon toutou finalement aux Américains, et que comme le Shah d'Iran prenait trop de liberté, voulait prendre trop d'indépendance dans un esprit un petit peu gaullien, puisqu'en fait il voulait positionner l'Iran comme un non-aligné. Donc il était prêt à travailler avec les Soviétiques sur un certain nombre de politiques. Et ça, c'était évidemment inadmissible de la part pour les Américains. Donc l'Iran du Shah commençait à déranger les Américains qui ont joué les côtés des droits de l'homme. Le Shah d'Iran persécute les populations, la police donc du Shah, la SAVAK est beaucoup trop répressive, etc. etc., etc. Et donc forcément, que doit faire le Shah d'Iran? Il est obligé de relâcher un petit peu la pression. Et bien entendu, les ennemis du régime vont en profiter, avec des alliances contre nature, parce que le jeu de dupes a été très fort. Tous les communistes, le parti iranien de Toudé, je crois, et, enfin les partis rouges, ont joué la carte Khomeini. Il y a une alliance rouge-verte, qu'on appelle une alliance rouge-noire d'ailleurs, parce que les prêtres étaient assimilés à la couleur noire. Et donc, les marxistes, tous ces combattants anti-Shah et tout ce petit monde-là, qui se détestaient allègrement d'ailleurs, ont fait alliance. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les plus fous se sont imposés, ce qui est logique. Et donc tous ces rouges iraniens ont dû fuir le pays, au même titre que les réactionnaires monarchistes et autres partisans du Shah. Il y a une répression vraiment terrible qui a été menée par le régime islamiste. Et depuis 1979, ça fait 40 ans que l'Iran vit dans ce régime de boue et de sang qui n'a d'autre légitimité que la disparition du Shah. Il est évident que les Américains dans cette affaire ne veulent pas que l'Iran ait l'arme nucléaire. On peut, sur un point de vue purement rationnel, se dire qu'ils ont raison. Seulement, comment manœuvrer les choses? Et c'est là que l'erreur américaine apparaît. C'est là que le manque de culture historique des Américains apparaissent. C'est la fierté iranienne qui peut se débarrasser du régime. Ce sont les Iraniens eux-mêmes qui le peuvent. Mais il faut qu'on leur montre pourquoi ils doivent le faire. Si l'argument c'est pour éviter la guerre, ça ne marchera pas. Si l'argument c'est pour défendre l'American Way of Life, c'est-à-dire en fait que l'Iran ressemble à l'Europe occidentale actuelle, je pense que les Iraniens ne voudront pas, et je dirais même qu'ils auront raison. C'est au nom de la longue mémoire historique de l'Iran qu'il faut que les Iraniens se réveillent. C'est parce que ce régime est fondamentalement étranger à la culture iranienne. Et qu'il faut garantir aux Iraniens ce qu'ils auront après. Au lieu de leur dire, voilà ce qui ne va pas aujourd'hui, voilà ce que vous perdez demain. C'est ça qu'il faut leur dire. Donc la première chose est de dire que oui, l'Iran a vocation à posséder la bombe nucléaire, puisqu'après tout le Pakistan, qui est un régime abominable, là, on ne voit pas pourquoi l'Iran ne l'aurait pas. Et d'une certaine manière, c'est assez simple que l'Iran, comme l'Inde, qui en dispose, et la bombe nucléaire pour tenir en respect justement le dit Pakistan, voire la péninsule arabe. Le problème derrière, c'est que le grand allié, le grand ami extraordinaire des États-Unis, c'est l'Arabie Saoudite, régime progressiste comme vous le savez. Et Israël joue aussi cette carte-là, parce qu'Israël joue la carte américaine, et donc forcément, par effet les alliés de mes alliés sont mes alliés, eh bien Israël et l'Arabie Saoudite sont de fait alliés. Et Israël pense que l'Iran téléguide, et c'est pas complètement faux, le Hezbollah et la lutte contre Israël, alors que le régime iranien du Shah était allié d'Israël. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que l'Iran et les Israélites et les Juifs ont une relation ancienne d'amitié,
au-delà des siècles, depuis l'époque du roi Cyrus le Grand, qui a permis aux Juifs de Babylone de retourner chez eux. Donc en conséquence de quoi, le régime actuel est un régime idéologiquement ennemi du peuple iranien. Et c'est pour ça qu'il faut s'en débarrasser. Mais il faut que le peuple iranien s'en débarrasse tout seul. Que lui proposer? Dire, écoutez, voilà, si vous n'avez plus ce régime-là, toutes les sanctions économiques sautent, bien sûr. 2, vous aurez l'arme nucléaire, parce que vous y avez droit légitimement en tant que grande civilisation, et que c'est simplement le régime actuel qui, lui, n'y a pas le droit, parce qu'il est dangereux et qu'il est incontrôlable. Et qui pourrait même mettre des bombes contre vous-même si vous vous rebelliez contre lui. Parce que finalement, c'est sanctuariser le régime islamiste que lui permet d'avoir la bombe. Et ça, évidemment, il faut s'y opposer. Donc, il faut expliquer aux Iraniens que c'est à eux de faire le ménage, qu'on les encourage à le faire, et qu'il faut qu'ils se débarrassent simplement de cette clique parasitaire, qui s'enrichit en plus sur le dos du peuple iranien, que les Ramenei et compagnie doivent dégager. C'est tout. Il faut que les Iraniens fassent leur révolution. Et il faut leur dire simplement que s'ils font leur révolution, on les aidera, et on les aidera après, surtout. Le problème, c'est pas aujourd'hui de menacer le régime iranien, parce que ça veut dire qu'on va taper sur les peuples et les Iraniens eux-mêmes, et c'est toujours une mauvaise stratégie. Par ailleurs, il y a évidemment des plans du fameux complexe militaro-industriel américain qui a toujours besoin d'aller faire la guerre quelque part pour financer, avec l'argent du peuple américain, les armes modernes et toutes les technologies qui enrichissent ce consortium. Déjà, le président Eisenhower avait mis en garde le peuple américain, juste avant de partir de ses fonctions de président, contre ce complexe militaro-industriel. Donc, l'Amérique a toujours besoin d'une guerre de plus, et une guerre qui ne sert pas l'intérêt du peuple américain lui-même et qui ruine le budget fédéral, mais qui enrichit certains. C'est toujours le même principe. Donc cette guerre contre l'Iran, si elle avait lieu, serait dans cette optique, et évidemment le cinéma annonce la couleur. Moi je pense notamment aux premières scènes, aux premières minutes d'un film, donc du reboot de Robocop, qui est sorti dans les années 2016 je crois, qui est assez intéressant. Au-delà du cas, évidemment, du principe de Robocop que vous connaissez, un policier qui est gravement blessé et qui est recomposé comme un cyborg avec des éléments de technologie. La scène de démarrage commence par des robots de combat qui sont en situation de combat réel en Iran. Et on voit Téhéran avec des robots de combat, je ne sais plus comment ça s'appelle, un gros robot qui est censé détecter les menaces, et il tire à un moment donné sur la foule parce qu'il y a un gamin qui a un couteau. Bon, et c'est là qu'ils comprennent qu'il faudrait des robots intelligents et pas un robot mécanique. Donc, mais ça se passe où? Téhéran occupé par l'armée américaine. Bon. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que déjà dans le projet américain, il y a l'idée quand même qu'il pourrait y avoir des GI, des Marines, etc. À Téhéran, à Ispahan, etc. Vous vous doutez bien que les Américains, qui sont des colonels, qui balancent qui ont balancé 2 bombes nucléaires sur le Japon, qui ont bombardé Dresde et compagnie, vont faire ça en finesse comme ils savent faire. Hein. Vous savez que les armées américaines, c'est des fins. Hein. C'est des mecs qui font du détail. Hein. Ils balancent les bombes de 10 000 mètres et puis tant pis sur qui ça tombe. Donc voilà, donc il n'est pas intelligent évidemment de jouer cette stratégie américaine. L'Europe ne la joue pas, mais pour de mauvaises raisons. Elle ne la joue pas parce qu'ils ont peur de l'augmentation du prix du pétrole, qui évidemment serait une conséquence de cette intervention. Mais la bonne raison est tout simplement ça, et tout simplement autre. C'est que les Européens n'ont pas à avoir la diplomatie des Américains, n'ont pas les mêmes intérêts. Mais même la Russie est très prudente. Donc effectivement, je pense qu'on pourrait demander aux Russes d'intervenir pour empêcher l'Iran d'avoir une bombe nucléaire, et travailler le peuple iranien pour se libérer de ce régime. Je crois qu'il faut voir ça sur 10 ans, il faut voir ça de manière intelligente. Il faut finalement que le régime iranien actuel subisse ce que l'Union soviétique a subi en 1989-91. Il faut qu'il y ait une détérioration. De toute façon, c'est une clique, cette clique, elle doit dégager. Mais elle ne dégagera certainement pas par une action américaine, qui aurait, à mon avis, surtout le contraire, aurait l'effet contraire, c'est-à-dire probablement de renforcer le régime. Si on veut fragiliser un régime, il ne faut pas unir toute la population derrière lui. Il faut commencer à montrer que ce régime est un problème pour les Iraniens d'abord, avant d'être un problème pour les Américains et le reste du monde. C'est d'abord un problème pour le peuple iranien. Et c'est pour ça que le fils du Shah d'Iran, Reza Pahlavi, est très prudent et lui-même a déconseillé une intervention militaire. Il a raison, c'est le peuple iranien qui doit se libérer. Et certainement pas en cédant à une menace américaine. Donc voilà comment il faut envisager la question iranienne. J'ajoute un dernier point, certains imbéciles sur Internet et détracteurs se sont mis en tête de m'attaquer sur la question des Iraniens et des Indiens. Je ferai un développement sur l'Inde pour une autre prochaine émission, mais l'idée générale, c'est que les Iraniens ne sont pas des Européens, et j'ai jamais prétendu que les Iraniens étaient des Européens. Il est sûr que les ancêtres des Iraniens, avant qu'ils aillent s'installer dans ce territoire actuel, venaient d'Europe, étaient européens. Les Ossètes, qui sont de langue iranienne, sont des Européens. Mais les Iraniens en tant que tels sont un peuple indo-européen qui, parti d'Europe, s'est évidemment mêlé aux populations natives antérieures, comme les Élamites par exemple, et tant d'autres, et donc ils ont évolué séparément. Ils ont évolué sur le plan de la religion, avant même la question de l'islam, le zoroastrisme, bien qu'issu de la même tradition indo-européenne, a quand même pris des libertés avec les choses classiques. Donc on voit bien que le peuple iranien est un peuple apparenté aux Européens, mais c'est un peuple qui est
différent, qui a son propre destin, et par contre avec lequel on pourrait très bien faire une alliance, le jour où le régime islamiste actuel ne serait plus là. Donc il n'y a pas de raison de craindre une immigration iranienne en France, ou en Europe. Il y en a déjà d'Iraniens en France, d'ailleurs. Il faut savoir qu'il y a une communauté iranienne à peu près de 100 à 120 000 personnes, donc pas mal de zoroastriens finalement, et la femme du dernier Shah, la Shah Banu, vit à Paris. Donc il y a aussi cette tradition d'amitié entre l'Europe et l'Iran. Je rappelle aux obsessionnels aussi que l'Iran, du premier Shah d'Iran, Reza Shah, était tombé parce que les Anglo-Américains et les Russes considéraient que le Shah était bien trop allemand à l'époque, et bien évidemment de Adolf Hitler. Et donc, bien que ce soit certainement très exagéré, on sait que les Iraniens et les Indiens modernes en 2019 sont beaucoup plus attachés à l'héritage dit arien que les Européens pour qui le mot est complètement honni. Si vous regardez dans le dictionnaire farsi moderne de 2019, au mot aria, vous trouvez premièrement arien, deuxième définition indo-européen. Donc on est clairement dans le classique. Ça, évidemment, impensable en Europe. Et juste pour information, c'est assez ironique d'ailleurs, c'est que en Iran, par exemple, si vous êtes membre d'un mouvement national-socialiste, vous êtes condamné à la peine de mort. Ce que les gens ne savent pas. Il y a deux mouvements fascistes nostalgiques, si on peut dire, en Iran, et ils sont évidemment interdits, donc ils sont clandestins. Voilà, donc c'est-à-dire que pour ceux qui en France veulent limiter la liberté d'expression des gens qui pensent mal ou qui pensent sur des positions qui sont certes évidemment extrémistes et pas défendables d'un point de vue intellectuel, mais qui existent, eh bien, vous voyez, vous faites comme les Iraniens, comme le régime de la théocratie islamique. La différence entre la théocratie islamique et la théocratie des droits de l'homme en France, c'est que l'un se réfère à la charia et l'autre se réfère à la déclaration des droits de l'homme, voilà, tout simplement. Donc, mais c'est la même démarche totalitaire. Ça. Mais effectivement, les régimes islamiques ne cachent pas son totalitarisme. Les régimes d'Occident font croire qu'ils sont plus démocrates qu'ils ne sont. Voilà, ça c'est une petite boutade pour dire que la liberté d'expression est détruite en Iran, elle est peut-être menacée en Russie, mais elle l'est aussi en France. Donc avant de donner des leçons aux autres, il faudrait peut-être commencer à défendre les libertés publiques chez nous.